Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. On va parler digitalisation de la presse écrite, on va parler monétisation, on va parler format, on va parler perspective aussi pour 2024 et au-delà, pourquoi pas, avec deux super invités qui sont avec moi dans les bureaux d'IEX Academy. On a d'abord Hugues Dorzé. Hugues, bonjour. Bonjour, Tu vas bien? ça va bien. Oui, Le très bien. liégeois bruxellois, Le train était à ancien l'heure, journaliste du soir, journaliste et rédacteur en chef de Imagine demain le monde. c'est cela. Ouais, Merci. on va en parler de son modèle économique aussi. Et à côté de lui, Yoris de Reg. Bonjour Yoris. Bonjour. Alors, merci déjà de t'exprimer en langue française. Je sais que ce n'est pas ta langue maternelle, même si on peut avoir un doute tellement tu t'exprimes bien en français. Oui, merci. Oui, je suis de Bruxelles, Ah, ça aide. néerlandophone de base, en effet. Voilà, très bien. Et toi, Yoris, tu bosses pour Roularta, en particulier pour la régie publicitaire de Roularta. Oui, tout à Ouais. fait. Tu es product manager pour l'instant, Product, project manager, product manager et head of AdTech Et voilà, c'est la en, mission en qui cours. t'attend d'ici Exact. quelques semaines, hein. Ici, ce soir. Ah, dès ce soir. Bah, Ouais. félicitations Merci, alors pour merci. la promotion. En deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce terme de AdTech, c'est quoi exactement? Ben, en fait, c'est le package de tout ce qui est lié à la monétisation, comme tu disais au début, des plateformes qui peuvent générer de l'argent, en fait, revenus. Ah, on va parler sous-sous alors. Ouais, exact. Money. Ça, c'est Ok. l'objectif. Très bien, très bien. Et puis, hors cadre, vous ne la voyez pas, mais Marie de l'IEX Academy n'attend qu'une chose, c'est que vous envoyez vos questions, puisque après cet échange qu'on va avoir à trois, d'à peu près une cinquantaine de minutes, vous aurez la chance peut-être d'avoir vos questions répondues par nos invités. Donc, n'hésitez pas tout au long de cet échange, posez vos questions. Elles sont gardées au chaud et c'est le bon moment pour le faire, pour qu'à la fin, on puisse vraiment y consacrer un bon bout de temps. Donc, c'est à vous, à ce moment-là, de prendre la parole. Merci encore d'être là en live. En replay, vous ne pouvez évidemment plus poser de questions, mais quand même, je pense que le contenu va vous intéresser. Je vais m'accrocher 2 secondes à l'actu pour lancer un petit peu ce webinaire. On a vu récemment dans la presse, il y a quelques jours à peine, les difficultés financières que rencontraient à la fois Wilfried et Médor, qui sont deux magazines de slow journalisme. Et on a le troisième acteur avec nous, ou le premier, ou peu importe, mais en tout cas un autre acteur du slow journalisme. Hugues, est-ce que tu as été d'abord surpris de lire ça et surtout, quelle est ta réalité au niveau d'Imagine? Est-ce que toi aussi, il faut reconnaître que c'est en difficulté aujourd'hui? Alors, d'abord, c'est une demi-surprise parce que c'est vrai on est associé à nos amis et confrères de Wilfried et Médor à travers un collectif qu'on a créé qui s'appelle Kios, qui réunit 7 titres médias libres, indépendants, belges et francophones, et qu'on arrive tous au même constat depuis quelques années, et que c'est pour la presse indépendante un contexte difficile, alors pour des tas de raisons qui sont à la fois on en parlera, mais peut-être la baisse de diffusion liée aussi à des formes de concurrence déloyale, parfois de la gratuité aussi. On nous a fait croire que l'information était gratuite. Il y a eu aussi le Covid qui est passé par là. Il y a l'indexation salariale qui est quand même une charge importante quand on veut faire du journalisme de qualité. Il y a eu des fermetures de librairies. Enfin, il y a toute une série de facteurs une certaine fatigue aussi informationnelle dont on parle de plus en plus. Les gens un peu lassés de l'information. Et donc tout ça a un impact évidemment sur les médias les plus petits. Alors pour répondre à ta question concernant Imagine, on a la chance de s'asseoir à la fois sur un média historique parce que ça fait 27 ans qu'il existe. Il a une assise, une communauté, il a une histoire, une spécificité aussi au niveau journalistique. Et on a aussi la chance d'être dans un mouvement un peu de redynamisation, de redéploiement du média, papier et digital, mais aussi sous la forme de notre gouvernance avec la création d'une coopérative de presse et de services et qui va nous amener aussi à diversifier nos activités en dehors du média, de proposer d'autres choses. Donc voilà, on est pleinement solidaire avec les collègues de Médor et Wilfried et très attentifs à ce qui se passe. Mais du côté d'Imagine, on doit continuer évidemment à se battre. On est en pleine campagne de levée de fonds, les choses se passent bien, mais voilà, il faut travailler aussi sur la perspective et voilà.
Le modèle économique, du coup, principalement, aujourd'hui, c'est l'abonnement. Alors aujourd'hui, Imagine est un modèle économique mixte, hybride, donc c'est grosso modo 70% de recettes propres, donc abonnement effectivement, parce qu'on a la chance d'avoir 80% de notre lectorat par abonnement, donc on n'est pas dépendant, on dépend aussi des librairies, mais c'est un lectorat moins volatile que certains. 70% de cette vente abonnement et un peu de recettes publicitaires qu'on choisit aussi. Là, on a une charte éthique et durable, on ne choisit pas n'importe quel annonceur. Et puis 30% qui sont des aides publiques avec un partenaire important. On a la chance d'avoir le CNCD 1111, qui est une plateforme de 90 organisations ici en Belgique qui nous aide via la coopération belge au développement. Et on a une aide à la presse comme Médor et Wilfried aussi, une aide publique à la presse non commerciale, comme on dit. Voilà, c'est un modèle hybride 70-30. Et l'idée, on aimerait pouvoir encore gagner en indépendance, s'appuyer 100% sur une communauté de lecteurs, mais actuellement, il faut admettre qu'on a besoin d'aide publique aussi pour fonctionner, quoi. Mais notre modèle, c'est vers la diversification des activités aussi. Dans le digital, et uniquement dans le digital, ou quel est la roadmap là Donc, on est arrivé au constat effectivement que le média, Imagine, devait se redéployer. Donc, le papier, on y tient très fort. C'est un bel objet graphique. On est dans cette démarche aussi de l'attachement à l'objet esthétique. Mais on sait aussi que la consommation et l'habitude de lecture et de consommation de médias ont fortement changé. Donc on a dû réfléchir pendant 3 ans. On a beaucoup travaillé en workshop, en atelier d'intelligence collective. On a été accompagné par une agence conseil pour arriver effectivement au modèle actuel. Et parallèlement, donc, on crée une agence de service qui va faire à la fois de la formation, de l'éducation aux médias et faire de la production de contenu à la carte aussi en digital. Mais voilà, on va y aller step by step, mais c'est une manière aussi de diversifier notre modèle, quoi. D'accord. Donc si je comprends bien, le modèle purement journalistico-journalistique ne peut pas tenir la route sur la durée. On a terminé l'année dernière en Boni. Mais il faut se réinventer. On voit bien qu'il y a une baisse de diffusion. L'abonnement classique, le pouvoir d'achat a baissé aussi. Les gens sont attentifs, hein, alors qu'on pratique des abonnements quand même assez bas, entre 35 et 90 euros, ce qui est rien comparé parfois à des grands médias. Mais voilà, on doit aussi effectivement trouver des nouvelles formes de recettes pour continuer à faire un journalisme de qualité, ce qui est évidemment le cœur de notre métier, quoi. Tout à fait. Et on ne pouvait pas se dire que prolonger ce cœur de métier en digital suffisait, permettait d'amener les rentrées nécessaires? Alors là, on le teste, on va en parler après. Depuis septembre, on a une toute nouvelle plateforme Slow Digital avec des nouveaux contenus spécifiques, mais se pose la question effectivement que tous les éditeurs se posent. Comment monétiser tout ça, le digital. Et j'espère qu'on pourra en parler aussi, c'est important, sur la gratuité. On gratuité. demande à Yoris directement, parce que lui, c'est son job. Métier. Comment est-ce qu'on fait, Yoris, pour monétiser le digital? Et je vais compliquer un peu la question, sinon c'est trop facile, hein, c'est très large comme question. Quand on sait que le Belge, mais pas que le Belge, mais le Belge dépense proportionnellement de moins en moins pour s'informer, quand on sait que les formules d'abonnement qui sont sur le marché depuis quelques années ne rencontrent pas un succès énorme et sont liées à un taux de rotation, un taux de churn, comme on dit, hein, très élevé, comment est-ce qu'on fait en fait? Ou en tout cas, comment est-ce qu'on fait chez Roularta? Puisque là-dessus, tu peux peut-être t'exprimer. Ouais, c'est en effet une question quand même difficile à répondre dans le temps qu'on a. Je pense qu'il y a beaucoup de complexité. Ce que je peux dire, c'est d'abord dire que ce que Hugues disait, c'est vrai. On voit clairement que la consommation de médias a changé. Chez nous, chez Roularta, on a aussi la chance qu'on a déjà des fortes marques, hein. Donc on a Knack, on a Le Vif. On a Knack Le Vif en print et Knack Le Vif en digital. Donc notre site web sont souvent consultés aussi, hein. C'est vrai que surtout aussi les jeunes consomment plutôt la partie sociale, hein, des médias via social, hein. Ça a été prouvé plusieurs fois. Il y a des études qui ont prouvé ça. Nous, et c'est aussi ma nouvelle fonction au niveau AdTech, c'est vraiment d'aller chercher les nouvelles opportunités. Et c'est pour ça qu'AdTech, c'est assez large, mais il y a les plateformes programmatiques, hein, pour vraiment monétiser, et tous les page views, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de visites encore au quotidien qui arrivent sur tous nos marques, hein, tous nos sites. Il faut savoir, chez Roularta, on a plus de 40 marques, print et digital, hein, donc ça veut dire qu'il y a un énorme volume derrière aussi.
Et donc, comment monétiser? Ben, la simple, c'est vraiment la publicité classique. Mais on regarde naturellement aussi à des autres joueurs, hein, des autres formats. On va encore parler après. Hein. Donc, on a le display classique, on a la vidéo. Ce que nous, et aussi quelque chose que nous, vers 2024, devient encore plus important, c'est tout ce qui est lié au content. Hein, donc, tu dis hein, content, publicité. Oui, mais c'est vraiment du content créé avec et pour l'annonceur. Juste parce qu'on sait que la manière que la publicité était a changé aussi fortement. Et donc, on parle plus d'advertorial ici. Exact. Entre l'éditorial et l'advertising. L'éditorial avec le commercial ensemble, donc l'advertorial en effet. Ça va, Hugues? Ce terme-là ne fait pas trop peur? Non, j'écoute. C'est le futur. Ah, d'accord. Non, donc en effet, et donc on est vraiment en train de un peu fragmenter les choses et les formats, les produits pour voir ok, quel partenaire nous rapporte plus de revenus. Et c'est vraiment ça où ma fonction va être clé pour vraiment aller regarder, pour maximiser le revenu parce qu'en effet, avant c'était simple, entre guillemets. Tu avais le magazine et le print. Et ça avançait. Et on vendait du print. Et maintenant, on voit aussi que là, comme la consommation a changé et les volumes et les lecteurs diminuent un peu, c'est au digital d'aller chercher ce revenu parce que dans chaque entreprise, on veut la croissance. Alors, avant de parler de diversification, peut-être en dehors aussi de l'éditorial ou à la frontière entre l'éditorial et le marketing, les annonceurs, peut-être évoquer comment vous travaillez les audiences web aujourd'hui, le digital. On sait que sur la plupart des sites aujourd'hui, il y a un mur payant, hein, soit payant avec des datas, hein, on échange l'accès contre ces données, soit payant, monétisé. Comment est-ce que vous travaillez ça? Est-ce que vous segmentez les audiences? Et si oui, comment est-ce que vous le faites? Oui, tout à fait. On travaille avec notre CDP qui en fait regarde quel type de lecteur c'est. Est-ce que c'est un lecteur qui vient souvent? Est-ce que c'est un lecteur qui vient une fois sur notre site hein, et puis pendant 2 semaines, il ne revient plus? Donc, chaque lecteur a une autre valeur. Et donc, là, en effet, on fait des segmentations pour maximiser le revenu. Et les paywalls, en effet, comme tu disais, Hugues, on cherche aussi des abonnés. Bien sûr, on a aussi un objectif abonné digital. Et dans la stratégie, il y a une partie qui est vraiment abonné digital, mais les autres, hein, les soft lecteurs, eux, on veut vraiment les donner la publicité. Donc, c'est vraiment un mix entre les deux disciplines, je vais le dire comme ça. Et la segmentation se fait donc en fonction du profil de l'internaute ou elle se fait aussi en fonction du média? Parce que tu as évoqué 40 marques médias, c'est énorme. Donc j'imagine qu'il y a moyen dans les données, moi j'adore les chiffres en plus, de segmenter assez précisément. Est-ce qu'on voit des différences de médias d'un média à l'autre? Peut-être d'un média, d'un hebdo généraliste versus un mensuel de niche? Oui, bien sûr, parce que la fréquence change. Donc, si tu as un mensuel, ben oui, c'est logique qu'il y a moins sur le site web. Or que je vois chez les équipes éditoriales qu'il y a quand même pas mal de contenu qui se produit, même si c'est un mensuel. Mais oui, ça aussi, c'est pris en compte. C'est vraiment, la marque en soi, c'est important, mais c'est vraiment le profil qui a été créé pour un lecteur. Parce que toi, peut-être que tu aimes bien aller sur Flair, tu aimes bien aller sur Knack. Tu pourrais dire, oui, mais ce sont deux types de marques complètement différents. Oui, mais on sait que toi, tu viens souvent sur nos sites web et donc la stratégie derrière peut changer de Hugues qui vient peut-être une fois tous les X mois. Et ça veut dire, avant de revenir justement à Hugues, ça veut dire que peut-être vous segmentez en fonction d'objectifs aussi, enfin vous attribuez des objectifs différents aux différents segments? Pas vraiment objectif, mais oui, il y a vraiment chaque profil est dans un type d'objectif, pour le dire comme ça. Est-ce qu'on veut vraiment le toucher plutôt avec un abonnement ou plutôt annonce? Les deux vont ensemble.
D'accord. Une idée de la répartition? Je suis curieux Non, là. non. Non, pas spécialement. Ça change, hein, Ça c'est change. un mois à l'autre. S'il y a un dossier qui lance, il y a plus de monde. Donc alors là, ça nourrit La base de données. exact. Voilà, plutôt Pour les faire datas à ce moment-là. exact, exact. D'accord, très bien, très bien. Est-ce que les choses changent aussi en fonction du contexte régulatoire? On sait que le RGPD est évidemment là depuis quelques années. Il y a quand même aussi toute une question autour du remplacement des cookies tiers, du tracking, etc. Quelles sont les grandes tendances? On prend un peu de hauteur là. Quelles sont les grandes tendances? Est-ce qu'on va de plus en plus vers des objectifs d'abonnement ou non, on va vers plus de granularité dans la stratégie? Ben, moi, je parle maintenant surtout de la partie publicitaire, hein. Oui. Je suis spécialiste là-dedans. Et donc là, on voit GDPR est important. On voit que ça va avoir un impact. Donc, on regarde des autres plateformes qui peuvent nous aider avec la cookie-less Oui. pour pouvoir, même si c'est moins personnel, Mhm. diffuser les annonces aux internautes qui arrivent sur notre site. Donc ça joue beaucoup, mais on a plein de solutions chez Roularta pour offrir à un annonceur de toujours toucher, même si c'est en contextuel, hein, c'est moins sur une audience précise, Mhm. mais plutôt le contexte de lifestyle, food ou autre. Donc il y a vraiment des solutions qui peuvent aider les annonceurs de toucher les bonnes personnes. Alors, on sait que les annonceurs, ça peut être le nerf de la guerre dans les entreprises privées. Peut-être avec un modèle plus hybride, c'est moins central chez toi, Hugues. Mais néanmoins, est-ce que ce que Yoris vient de nous décrire, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que il y a eu des réflexions là-dedans? Est-ce que la segmentation t'intéresse? Enfin, je serais curieux de t'entendre parce qu'on a la chance d'avoir deux profils très Oui, complémentaires tout à fait. finalement, hein. Et c'est ça qui est intéressant, évidemment. On est un peu l'antithèse. Voilà, on est moi, j'aime bien dire une petite fabrique artisanale. Vous êtes combien d'ailleurs On est 7 salariés, donc c'est une petite structure par ailleurs, mais qui aussi réfléchit beaucoup au sens et aux valeurs qu'on développe à travers tout ce qu'on fait. Et donc on est effectivement un peu dans l'antithèse. Donc, la nouvelle plateforme qu'on a créée pour en parler, qui a été conçue par un petit studio qui s'appelle Colibri, Mhm. qui a réfléchi beaucoup sur un média qui soit à la fois optimisé, qui soit léger, qui soit, alors pour le coup, pas de tracking, Mhm. un soft marketing ou slow marketing. Donc, Mhm. juste on a recours à Matomo, qui est donc ce logiciel en open source qui permet, mais qui respecte aussi toute la question de la protection de la vie privée. Mhm. C'est un choix qu'on fait parce qu'on a des valeurs qu'on a envie de défendre à ce niveau-là et on mise plutôt sur la communauté de nos lecteurs. Alors, c'est vrai que ça a aussi, en termes de marketing, de connaissance de notre public, de valorisation par des annonceurs, etc. On se prive sans doute de certaines choses, mais on mise à côté de ça sur des contenus longs, sur un journalisme au long cours, sur une adhésion et une confiance de nos lecteurs. Et donc, voilà, alors juste pour pousser la logique, dans l'éco-conception du site, qui fait partie aussi de nos valeurs, comme le magazine papier fabriqué par une entreprise durable, familiale, 100% recyclé, etc. Ben, le site imagine-magazine.com est, en termes d'éco-responsabilité, parmi les meilleurs sites belges, Mhm. référence à EcoIndex et comment l'autre site qui mesure Website Carbone, c'est ça? Oui, c'est ça. On Les est labels, les finalement. labels qui nous on est à 82% et une cote A dans les deux en termes de. Donc voilà, c'est aussi pour nous important à dire parce que c'est la cohérence, parce que aussi les contenus journalistiques portent autour de la question environnementale, sociale, etc. Alors pour répondre à ta question sur cette idée oui, de fragmentation, de segmentation de nos publics et Mhm. comment les toucher, c'est un défi qu'on lance avec une plateforme nouvelle qui propose à la fois un site vitrine Mhm. qui met en avant tout ce qu'on produit, mais alors qui nous distingue évidemment avec Roularta, c'est la périodicité. Nous, on est un trimestriel, Mhm. donc on a une lenteur
dans la périodicité. Mais qui en digital ne pose pas tant de Non, problèmes, puisque non. c'est lissé, évidemment. Exactement, hein, tout sur à le fait, c'est référencement lycée. naturel. Exactement, Ouais. oui, c'est ça. Alors, c'est l'idée de maintenant d'apporter du contenu digital qui soit complémentaire, qui soit enrichi, qui soit soigné, avec les mêmes exigences journalistiques que le papier. Pour toucher les mêmes personnes? Mais alors non, c'est ça l'idée. C'est quand même de se dire que on vise trois publics nouveaux, notamment Oui. les 20-35 ans, puisqu'on Oui. sait qu'ils sont tous engagés. Il y avait la marche climat hier. Beaucoup de jeunes qui sont très très engagés sur ces questions-là. On sait que là-dessus, on peut aussi les toucher. On a ce qu'on appelle le deuxième public, les consommateurs, tous ces gens qui sont aussi en réflexion par rapport à leur mode de fonctionnement. Et puis alors on vise aussi la communauté éducative, les profs, les pédagogues, etc. À travers ces trois publics un peu cibles, on essaie d'apporter des contenus nouveaux, podcasts, chroniques sonores, articles enrichis. On a créé, on est plutôt content aussi, la petite bibliothèque Imagine. On a archivé déjà 500 articles, une partie du patrimoine d'Imagine depuis 27 ans, pour permettre aussi aux enseignants d'avoir accès. Voilà, on a créé les cahiers documentaires Imagine aussi sur des thèmes. Donc voilà, c'est tous des outils nouveaux qu'on essaye de pousser, avec évidemment toutes les limites d'un média qui doit aussi se battre dans un monde concurrentiel, notamment en termes de visibilité. Et donc on renvoie à la stratégie réseaux sociaux dont on parlera peut-être après. Ah ben on peut en parler tout de suite parce que, et ça c'est un problème qu'on rencontre dans tous les médias, hein, qu'ils soient extrêmement privés, basés sur les rentrées d'annonceurs ou qu'ils soient publics, etc. Une partie du trafic qui rentre sur les sites internet vient des réseaux sociaux. Alors ça c'est le cas depuis des années. Sauf que, et ça c'est quand même plutôt nouveau, il y a une chute vertigineuse du trafic entrant depuis les réseaux sociaux, en particulier en particulier Facebook, qui était en Belgique celui qui amenait le plus de trafic. Alors, à quel point ça vous impacte? Je ne sais pas qui veut commencer. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire par rapport à ça? Je vais bien commencer, Oui, merci. même si je n'ai pas tous les chiffres en tête. Je sais qu'en effet, on a été beaucoup impacté. En même temps, on voit quand même qu'il y a Google Discover qui a repris un tout petit peu ce volume. Mais qui est plus aléatoire, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Exact, exact. Donc oui, c'est vraiment une situation qu'on remarque, hein, parce que bien sûr, c'est tout le groupe qui est appliqué. Chez nous, encore plus peut-être, hein, la régie, parce qu'on vend les paid views. Et si les paid views diminuent, ben on vend moins. On a moins d'inventaire. Donc oui, c'est vraiment ensemble avec l'équipe marketing, ensemble avec les équipes éditoriales, que là, on est en train de regarder comment. On n'a pas encore trouvé la solution. Non, si tu trouves, ça m'intéresse aussi. C'est ça. Et je pense que c'est Facebook aussi, hein. Ça peut être dans une semaine qui change un peu l'algorithme, que ça remonte. Le sens de l'histoire, c'est quand même On que sait les news sait sont jamais. invisibilisées progressivement. C'est vrai, mais on ne sait jamais. On C'est vrai. peut avoir un tout petit Si peu tu d'espoir. veux appeler Mark Zuckerberg, tu peux. Ah, Tu as déjà son numéro. Ok, Non, voilà. c'est ça. Ça va. Oui. Donc, en fait, il y a deux grandes pistes. Soit on se dit, ok, on a besoin d'un autre réseau social pour compenser, et là, bonjour pour trouver un équivalent de Facebook. Ouais. Soit on se dit, c'est tout le modèle des réseaux sociaux qui nous pose problème et dont on est ultra dépendant. Et si on construisait une audience peut-être plus directe ou avec des sources de trafic plus saines. Est-ce que c'est une réflexion, Hugues, que vous avez chez vous aussi? Ou est-ce que depuis le début, les réseaux sociaux, pas trop? Non, on ne peut pas vivre au monde de la préhistoire. On doit vivre avec les réseaux sociaux qui sont finalement des canaux de diffusion, en fait, simplement. Et parce on nous a fait croire que c'était des médias sociaux. Mais un journal produit de l'information, des journalistes, ça demande du temps. Juste une incise là-dessus sur la question de la gratuité, parce qui me semble un peu liée à ça. On nous a habitués en fait à vivre avec cette idée que tout était gratuit, ce qui est faux. Pour faire du journalisme intelligent, au long cours, d'investigation, il faut du temps, il faut des moyens humains, il faut des moyens techniques, et paradoxalement, on sait qu'aujourd'hui, via Google, via
et notamment pour la jeune génération, quand on va dans des classes, etc., qui payent encore pour de l'information. Donc ça pose quand même la question de la valeur. Donc nous, on retape tout le temps sur le clou en disant non, l'information n'est pas gratuite. Et donc, si vous voulez avoir de l'information de qualité, si vous voulez éviter les fake news, une information binaire, facile, sensationnaliste, etc., il faut donner aux éditeurs de la confiance, des moyens, ou alors il faut les chercher dans la publicité. Alors ça pose toute la question de nos relations aux annonceurs, jusqu'où, comment, et de la dépendance, exactement. Ou alors il faut aller les chercher chez les pouvoirs publics. À nouveau, se pose la question de notre indépendance rédactionnelle. Ou il faut aller chercher dans des grands groupes de presse, des fonds privés, etc., etc. Donc nous, on est plus dans une idée d'artisanat et de communauté, de proximité avec nos lecteurs. On essaie de jouer ça. Parce que du coup, justement, les réseaux sociaux Alors, devraient exactement, pas être un atout. exactement. Et donc, pour revenir à la question, exact. Donc, on fonctionne avec une communauté Facebook de plus ou moins 17 000, Insta 3-4 000, voilà. Twitter, on se pose la question X, on se pose la question de se retirer, parce que là, ça pose énormément de questions éthiques avec les dérives de X, etc. Et nos newsletters, par ailleurs, Mais donc, on est dépendant pour faire du trafic, mais voilà, on a 2 super community managers maintenant qui modestement, parce que comme on prône un journalisme lent, on ne va pas s'agiter en permanence sur les réseaux sociaux, donc on doit trouver aussi un tempo, une espèce de slow social media. Oui. Et donc ça, c'est intéressant de voir un peu comment faire. Maintenant, on voit qu'il peut y avoir des taux d'engagement, il peut y avoir des intérêts pour des choses qui sont parfois pour nous, qui nous semblent... L'équipe en train de boucler va faire je ne sais pas combien de likes, c'est sympa. Par contre, un contenu qu'on va un petit peu bien arranger va pas du tout marcher. Donc, c'est vexant. C'est un peu vexant parfois, mais bon, il faut faire avec les codes et la culture des réseaux sociaux. Mais donc oui, il faut continuer à réfléchir à comment amener ces réseaux intelligemment vers nous et comment les utiliser à bon escient. Alors se pose la question, ce qu'on ne fait pas non plus, c'est de financer ces réseaux en prenant des publicités payantes, etc. Parce que se pose la question des valeurs pour nous aussi, qui est compliquée. Voilà. Vous faites des social ads, des grandes campagnes de social ads du côté de Roularta, ou ça reste essentiellement de l'organique? C'est plutôt une question marketing, mais oui, il y a les deux. Il y a tout. En fait, il faut être, c'est comme ça que j'ai toujours appris quand j'ai commencé à travailler, il faut être présent où il y a le public. Et donc, s'ils sont sur Facebook ou autre social, il faut être sur l'autre social. Et je suis d'accord, hein, il y a toujours cet engagement. Tu peux vraiment avoir une relation plus directe, mais à la fin, s'ils sont sur Facebook, ils sont sur Facebook. Hein, moi, je suis peut-être un peu plus jeune que vous, mais je suis vraiment plus jeune. Je suis souvent sur Facebook aussi. Et donc, c'est de là aussi où je lis des articles. C'est toi le jeune qui est encore sur Facebook alors? Ouais, je diminue la moyenne. Ou Instagram, ou TikTok, ou autre. Hein. Et donc oui, il y a aussi sur des campagnes Google et tout. Parce qu'il faut, il y a les deux côtés, hein. Il faut les d'abord amener vers le site pour aussi montrer la valeur qu'a le site et que les articles sont là, qui sont intéressants. C'est la base marketing. Hein. S'ils ne savent pas que tu es là, ils ne vont jamais être abonnés non plus. Oui, d'un autre côté, faire de la conversion depuis les réseaux sociaux sur une régie publicitaire comme Facebook ou comme Meta, c'est compliqué puisque tout est fait sur Meta pour éviter de renvoyer du trafic en dehors de la plateforme. Donc c'est un équilibre pas facile, j'imagine, à trouver. Bien sûr, mais c'est vraiment le funnel. Hein. Oui. Donc social. Donc statistiquement, il y en a autant qui vont. Exact. C'est comme ça que tu fais le marketing. Hein. Mais on sait aussi que le trafic qui vient des réseaux sociaux, alors je ne connais pas vos trafics spécifiquement, mais est de moins grande qualité que celui qui vient d'un Google, par exemple. Et c'est logique, puisque sur les réseaux sociaux, on est là dans une consommation un peu opportuniste. Hein. Si on voit un contenu qui tout à coup nous intéresse, peut-être on peut cliquer. Tandis que sur Google, on est plus dans l'intention. Est-ce que c'est quelque chose qui joue pour vous, ça, sur le choix des canaux, le choix peut-être des sources de trafic que vous allez davantage travailler? La qualité du trafic entrant? Mais, on a une équipe réduite, comme je disais au début, donc sur l'analyse, disons, on manque encore de données, on n'est pas assez performant là-dessus.
Maintenant, on avance de manière un peu empirique, selon les canaux, de voir un peu qu'est-ce qui peut fonctionner. Parce que l'objectif, effectivement, c'est d'arriver sur cette nouvelle plateforme qu'on a créée avec le studio Colibri et où on se démarque du point de vue aussi graphique parce on a opté pour une forme de sobriété éditoriale avec un contenu très, très clair, très lisible. Il n'y a pas de pop-up, il n'y a pas de cookies, il n'y a pas de, enfin, tout ce qu'on disait au début sur l'absence et la volonté de montrer un média apaisé, un média qui correspond bien à ce qu'on veut faire dans la conception et qui résonne avec le magazine papier aussi, parce qu'on veut avoir une cohérence sur les deux. Donc graphiquement, il y a aussi un cousinage entre les deux. Mais c'est sûr que c'est une question que se posent tous les éditeurs, hein, cette espèce de triptyque entre les lecteurs qui sont habitués à du gratuit, qui sont impatients, qui veulent aller au plus vite, qui sont sans cesse bombardés de stimuli, des réseaux sociaux et des multinationales derrière qui ont quand même un poids et qui restent, enfin, pour moi qui ne suis pas un spécialiste comme vous, de toutes les coulisses des algorithmes, etc. Ça reste un grand mystère quand même, la manière dont on nous appâte, etc. Et puis nous, éditeurs, qui essayons de proposer des contenus toujours plus de qualité, etc. Quoi. Est-ce qu'on peut parler de ça justement, de ces fameux contenus de diversification finalement, hein? Qu'est-ce qui fonctionne? On a déjà un peu de recul. Il y a quelques années que cette diversification a lieu pour l'ensemble des médias sur la place. Alors tout le monde n'a pas pris le même train, sur la même voie, etc. Mais qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Je voyais par exemple qu'Imagine lance du podcast. Et en même temps, je lis à quel point le podcast est compliqué à monétiser, à produire, etc. Alors, nous, pourquoi est-ce qu'on s'est dirigé vers ça? On avait fait un workshop avec des jeunes, etc. C'est sûr que le journalisme sonore correspond bien à ce qu'on veut défendre. Donc là, à nouveau, ce qui nous anime au départ, c'est toujours la question des contenus, du fond, de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est en cohérence avec nos valeurs, etc. Alors, oui, on doit le matcher avec l'audimat, comment, etc. Mais, donc on part de là. Et c'est vrai que c'est un bon exemple que tu donnes sur les podcasts, parce que produire un podcast, ça coûte, ça prend du temps, et on a habitué partout dans le milieu du podcast à ce que ce soit complètement gratuit. Ou alors via des plateformes où chacun a son abonnement, etc. Mais c'est un paradoxe, quoi. Je veux dire, mais donc, nous, on fait ce pari-là parce qu'on se dit que ça correspond, voilà, on lance une série sur l'adaptation face aux crises environnementales en plusieurs épisodes. Bah, c'est un investissement pour un petit média comme le nôtre, mais on a envie de le tester. Voilà, on verra aussi. Et ça vient renforcer la cohérence de la marque média. Voilà, exactement, c'est ça. Mais en soi, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Maintenant, on en parlera peut-être après, mais imaginez une série de formules à la carte selon les budgets, etc., pour permettre à des publics différents, parce qu'il y a aussi la question qui nous préoccupe, qui est la question de l'accessibilité financière. C'est ça, parce que quand on dit, attendez, s'informer, ça coûte. Oui. Oui, mais ça veut dire aussi que si tout est guetté derrière un wall, c'est une responsabilité aussi de laisser peut-être de la désinformation dans la place gratuite. Tout à fait. Hein? Non, mais c'est tout ça aussi, de continuer à pratiquer des tarifs qui soient accessibles au plus large, pour ne pas réserver à une certaine élite une information de qualité, parce qu'on va avoir sinon un fossé énorme entre... Concrètement, ça coûte combien aujourd'hui de s'abonner? J'arrive chez toi, Yoris. On a une palette de 4 formes d'abonnement qui commencent à 35 € par an, donc grosso modo 4 € par mois pour les jeunes, jusqu'à 90 € pour avoir la totale accessible à tous les archives, au podcast, enfin la formule XXL entre guillemets. C'est ça. Donc voilà, on a une fourchette qui est annuelle, 35 à 90 €, c'est quand même assez accessible pour une classe moyenne qu'on vise. Maintenant, voilà, c'est toujours avec des réductions pour les étudiants, les retraités, les chômeurs. Voilà, il y a toutes ces... Les profs, oui, tout à fait. Aussi. Je voulais en fait juste demander quelque chose. Tu disais qu'il est derrière le paywall et je voulais juste savoir, est-ce qu'alors il est uniquement sur le paywall? Parce que comme exemple, chez nous quand on crée un podcast éditorial, comme Trends ou Le Vive ou autre, on diffuse aussi sur Spotify, Apple. Oui. Justement, on garde ça pas uniquement derrière le paywall, parce que sinon, à nouveau, ce que je disais avec le social,
il faut être là où le public est. Mais tu as raison, tout à fait. C'est la question. On vient de tester un numéro, donc là on est sur. Donc c'est toujours un work in progress, comme dirait l'autre. On va devoir lâcher du lest entre guillemets, c'est la question, parce qu'on est toujours dans cette. Moi qui suis un peu old school par rapport à ça et sur cette idée de gratuité, mais qui est ça a une valeur, donc on ne veut pas le diffuser comme ça de manière. Mais en même temps, c'est un mauvais calcul, j'en suis conscient. C'est pour se faire connaître sur Spotify, sur d'autres plateformes, voir l'objectif qu'on cherche. Donc là, je crois qu'on va effectivement très régulièrement continuer à mettre en accès, ne fût-ce que pour se faire connaître, parce qu'il y a cette question-là, et acquérir une crédibilité à l'extérieur. Phaser aussi la visibilité du projet et éventuellement refermer progressivement. Parce que la raison pourquoi on le fait aussi, c'est naturellement pour avoir plus de volume, mais nous, au niveau régie, on regarde aussi comment on peut faire monétiser ces podcasts. J'allais t'en parler parce que Hugues n'a pas parlé, lui, des annonceurs. Quand je lui ai demandé quel format mets-toi, il vient en plus d'ailleurs du monde, clairement, de la publicité. Donc nous, on fait sponsoriser les podcasts. Et c'est pas, c'est vraiment, il y a encore les vétos de l'équipe édito. Naturellement, tu ne veux pas faire quelque chose, je ne sais pas, qui ne matche pas, qui ne colle pas. Et donc oui, nous on cherche activement pour des sponsors, des annonceurs qui veulent se lier à un podcast. Par exemple, ici on a avec Trends, on a chaque semaine le podcast qui parle des actions, l'économie. Et donc il y a KeyTrade qui est le sponsor. Et ça match, c'est un bon match. Si tu regardes des autres hors de Roularta, par exemple le TED, ils ont souvent des podcasts avec des sponsors là-dedans. Et c'est vraiment le modèle, je pense, si les abonnés, c'est difficile à aller les chercher. La publicité classique, le display peut-être diminue un peu au niveau marché. Il y a le print qui pose problème. Et le print, s'il y a moins de lecteurs, il y a moins de pubs. Et quel est le deal avec les annonceurs, par exemple, par rapport à une série podcast ou quoi? Ça dépend. Donc nous, en fait, on a deux formats. Soit tu as vraiment le sponsoring de quelque chose édito. Et si par exemple c'est par semaine, c'est un deal annuel, ça peut être, ou par mois, quarter. Et sur l'intervention dans l'éditorial, dans le contenu même, parce que je pense que Hugues serait intéressé aussi par cette chez KeyTrade, je ne sais pas si tu as déjà écouté une fois, à la fin, il y a l'expert de KeyTrade, mais il y a toujours un plus-value pour le consommateur. Parce que sinon, on cherche la bonne balance entre pub pure et valeur ajoutée. Et donc là, on a bien trouvé une solution. De l'autre côté, nous, on a une proposition pour les annonceurs qui veut créer vraiment un podcast de eux-mêmes à partir de zéro, où là, on a notre studio. On a le studio canadien, le plus grand studio dans la régie même. Et donc oui, là aussi, il y a des possibilités pour les annonceurs qui veulent partager leur histoire ou des infos spécifiques. Et comme on a vraiment une équipe dédiée à tout ce qui est lié à Brand Studio et créer les advertoriales, le content, eux, il y a des créatifs qui sont ouf. Et donc eux, ils peuvent aider les annonceurs à leur idée de traduire en podcast qui a de valeur ajoutée pour les lecteurs. Oui, je peux faire ainsi. C'est vrai que voilà, moi, on n'est pas tout à fait dans ce même modèle, et pas au-delà d'Imagine. Voilà, je crois que ça pose des questions. Et donc j'ai travaillé pour un grand groupe, Rossel, pendant 18 ans. Donc je connais les contraintes aussi de médias généralistes, enfin de grande envergure, etc. Mais je crois que les éditeurs auraient quand même à gagner, d'une part, à bien distinguer la question de l'indépendance. Je pense que de façon générale, les citoyens nous attendent là-dessus. Et il faut faire attention, et je ne dis pas que c'est le cas ici, je ne suis pas du tout dans le jugement, je dis juste que ces mariages entre divertissement et information, ce mariage entre annonceurs et journalisme, etc., peuvent être parfois fragiles. La frontière est toujours sur le fil. Est-ce que d'ailleurs vous le faites pour tous les médias, ou est-ce qu'il y a des médias où
il y a un Chinese Wall beaucoup plus Oui, affirmé. ça dépend naturellement, ça dépend hein, des choses lifestyle, c'est autre qu'un Oui, knack Lifestyle, c'est fif. quoi comme oui, titre, oui. par exemple? Par exemple, un flair, ce sont des autres sujets. Hein. Je sais, mais même là, je trouve que ça Et pose question. nous, parce que tu as raison, hein, il doit avoir une inspection sur tout ce qui est vraiment journalisme, et édito et commercial. Et donc, on met un libellé qui est pour bien montrer que c'est un advertorial ou un partner Oui. content. Donc, c'est bien indiqué. Donc, je suis d'accord avec toi que ça doit être clair pour les personnes qui lisent ou qui ça. écoutent. Mais il y a quand même des marques médias où il y a moins ça. Enfin, Knack, par exemple, ne va jamais faire un advertorial a priori. Oui, un advertorial sur Knack, c'est possible C'est aussi, possible aussi. si Ok. le sujet est Pertinent. intéressant et Est-ce a que, sens. Yoris, on a parlé des podcasts, est-ce que rapidement, il y a d'autres formats de diversification possibles en digital, par exemple, sur lesquels vous travaillez? Quand je suis annonceur, je viens chez toi, qu'est-ce que tu me proposes comme palette En fait, presque tout est possible. Hein. Donc, on a le classique display, la vidéo, on a les podcasts, mais on a aussi, comme on a le studio, on peut faire un table rond, des webinars. Donc, si un annonceur veut toucher une cible spécifique, faire un webinar comme celui-ci, par exemple, hein, sur un sujet intéressant, pourquoi pas venir chez Roularta parce qu'il y a ce studio, on peut faire les webinars. Et tout, parce que tout est, en fait est créé par notre brand studio. Donc ça, c'est vraiment un pôle qui est super important chez nous quand dans on la dit un pôle, région. c'est une dizaine de personnes ou Oui, c'est... exact. Oui, Oui, exact. C'est vraiment la brand studio qui crée sur mesure Ok. vraiment des formats, Des du formats. content, ce qu'on a besoin. Et ça peut être des classiques advertoriales qui ont la créativité dedans. Hein. Donc, un quiz de personnalisation, juste pour avoir un peu plus d'infos, d'adapter le contenu en fait à le lecteur ou sur le site web. Donc oui, il y a presque tout qui est possible. Très bien. On se projette un peu. On essaye de se dire, 2024 est déjà là, mais au-delà peut-être. Alors, on a fait un grand travail de réflexion chez vous hein, qui a pris un temps, donc c'est évidemment pour se projeter. Donc je vais commencer par toi. Hugues, comment est-ce que tu vois ces questions de monétisation, de combinaison entre le physique, le print et le digital c'est quoi un petit peu le cap et à quelle échéance tu parviens encore à peu près voir? Parce que c'est compliqué évidemment, Oui. à 10 ans ou à 20 ans c'est impossible. Oui, je ne suis pas Madame Irma en effet. C'est, je crois qu'il y a enfin, deux choses. D'abord, la question de. euh, dans l'histoire, on a vu se succéder une série de médias depuis la création de la presse papier, puis de la radio, de la télévision, du web, etc., etc. On a chaque fois dit qu'un média chassait l'autre, il allait enterrer le précédent. On constate qu'on n'a jamais autant produit de papier qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant édité de livres, de magazines. Les Belges regardent 4 heures la télé par jour. Et alors les Belges continuent à regarder la télévision, en effet, tout à fait. La radio a encore sa place. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose. Maintenant, se projeter. Je reviens évidemment qui est plus en tant que chef et attaché à la question éditoriale, mais ma collègue, la directrice de la coopérative qui réfléchit plus le modèle économique, serait sans doute plus experte que moi, mais j'ai l'impression que on va être obligé de tenir compte de ce qui se passe en termes de fracture informationnelle, de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui sont lassés, fatigués, qui se tournent vers tout ce qui passe, ou se détournent et ne s'informent plus. Et donc dans les deux cas, ça reste quand même très préoccupant parce que du point de vue de la société aujourd'hui dans laquelle on sait qu'on est de plus en plus dans des débats très clivants, une montée quand même de la pensée populiste, de la rumeur et du fake news, on en parlait tout à l'heure. Et donc tout ça n'est pas très sain pour une société en termes de cohésion aussi sociale, etc. Et donc on a une responsabilité en tant que média. Et donc dire quelle va être la forme de demain peut, je dirais,
peu importe les formats, mais si on retrouve une certaine sobriété, une certaine rigueur, je pense que ça, on pourra peut-être retrouver une confiance, parce qu'on sait qu'il y a vraiment, tous les baromètres montrent quand même une grande défiance à l'égard des journalistes, de la presse, mais aussi des partis politiques, des syndicats, etc. Donc voilà, alors par rapport à un projet comme le nôtre, là on est sur un business plan à 3 ans, on essaye d'être modeste aussi dans notre approche, avec cette volonté de redéployer le média papier et digital avec tout ce dont on vient de parler, et proposer cette agence de service qui va venir aussi enrichir nos recettes et on l'espère diversifier notre modèle, quoi. Très bien, très bien. Yoris, même question, Madame Irma, qu'est-ce que ça donne? Alors, tu vas rentrer en plus dans une fonction dès ce soir, AdTech, Head of AdTech chez Roularta, donc tu as une petite idée quand même des grandes pistes. Ce sera quoi, priorité? Moi, je parle uniquement de la publicité, hein, bien sûr, tout ce qui est commercial. Donc, je pense, chez nous, quand on parle 2024, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est encore mettre la brand studio plus centrale, plus en avant, parce qu'on voit, hein, on a déjà discuté un peu, on voit qu'il y a besoin d'autres formats, besoin d'autres types de créativité liés au contenu. Donc, ça, c'est une partie. Ce que tu disais, print papier, pour nous, ça reste super important naturellement. Hein. On a un historique print et c'est aussi pour ça on a Magix, hein, ce sont les 3 régies, hein, Rossel, DPG et Roularta, qui travaillent ensemble justement parce qu'on voit chez les annonceurs que c'est print un magazine. Là, tu as directement le pack avec tous les magazines les plus forts. Donc ça, c'est vraiment consolider le print. Avec des ancrages aussi nord-sud très exact, forts. Exact. Et donc voilà, c'est vraiment ensemble. Hein. Le Magix, le pack Magix, c'est vraiment national toujours. Et troisième, ma fonction, c'est le digital, c'est aller chercher, c'est creuser de nouvelles opportunités, de nouveaux partenaires aussi, hein, qui peuvent nous aider à augmenter le revenu digital. Donc, même des partenaires technologiques? Oui, exact, technologique, parce que c'est là aussi où je suis convaincu qu'il y a encore l'incrémentalité en plus qu'on peut aller chercher. Et je pense quelque chose qu'on n'a pas touché, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup. Tout doucement à la fin de notre échange. Mais c'est tout ce qui est. Préparez vos questions parce que évidemment ça va être intéressant après de voir Hugues et Yoris y répondre. Oui. Non, je voulais juste encore dire pour terminer, je pense que le AI qui a augmenté en 2023, ça va donner des opportunités au niveau de format, niveau visibilité. Et donc, je pense que là aussi, il y aura encore un challenge en 2024 pour voir comment monétiser, comment chercher l'incrémentalité avec AI, un nouveau techno. J'imagine que vous avez déjà fait une série de tests, que ce soit en production, le volume, dans toute la société, on fait des tests. Toute la société. C'est quoi les grandes pistes? C'est OK, ça va nous permettre surtout de diffuser plus de contenu, ça va nous permettre d'améliorer le contenu existant, la connaissance de nos audiences. Tout. Donc c'est pour ça que je dis c'est partout dans la société, parce que c'est pour les journalistes, pour pouvoir faciliter leur vie quand ils font des interviews, création de vidéos, création d'images, création de contenu. Pas qu'on va juste prendre un truc de ChatGPT, le mettre, voilà, c'est un article. Pas du tout, parce que là, comme tu disais, la qualité reste primaire, primordiale. Merci. Mais oui, c'est partout qu'on utilise l'AI. D'accord. Avec du coup, pas nécessairement une monétisation en soi de l'AI, mais plutôt de l'ensemble de l'offre augmentée par l'AI, en fait, si je comprends bien. Et à nouveau, le funnel, l'AI va aider pour après pouvoir monétiser les eyeballs, les ears, hein, les écouteurs, les lecteurs sur nos marques. D'accord. Donc un énorme booster en fait. Là. Ça peut. On verra, ce sont les tests qui sont en cours. Donc on verra en 2024.
Ça a commencé, je pense, novembre 2022, donc on est un an après. Oui. Et ça a déjà bougé beaucoup, donc j'imagine ça continue à s'accélérer. Donc il y aura plein d'autres technos. J'étais à Demexco en septembre. L'année passée, tout était cookies. Cette année, tout était AI. Et donc il y avait, je pense, une centaine de boîtes qui parlaient de AI. Donc 2024, je suis curieux, qu'est-ce que ça va donner. Hugues, l'AI, vous l'avez testé? Non, ou ça vous parle pas du tout? anecdotiquement, on a testé, Ouais. on a demandé à ChatGPT, mais qui n'est qu'une face de nous faire un éditorial Juste pour juste rigoler. pour rigoler, pour voir ce que ça donnait. Non, mais au-delà de ça, c'est sûr, c'est des développements qui nous dépassent, enfin, qui ont l'air d'être à la fois performants et affolants, et sur lesquels on a peu de prise. Et donc, comment continuer à utiliser la force de la technologie, parce que bon, dans le mot intelligence, on sait bien que rien ne remplacera l'humain, dans sa connaissance, dans ses émotions, dans sa capacité à penser le monde, etc. Donc j'imagine on est plutôt dans cette veine-là. On n'est pas techno-solutionniste, complètement obsédé et fasciné parce que, et sûrement pas à l'époque des crises environnementales qui s'accélèrent, parce qu'on sait bien fasciné par l'intelligence artificielle, mais que ça ne fera que accélérer la crise dans laquelle on est, parce que ça veut dire de plus en plus de serveurs, de plus en plus de consommation d'énergie, et quelle énergie et comment. Donc c'est une espèce de serpent qui se mange la queue. Pour résoudre un certain nombre de problèmes, on va finalement en créer de nouveaux. Donc quelque part là, la question de la vigilance démocratique, et à nouveau sans tomber dans une espèce de... on ne veut surtout pas que la technologie entre chez nous, etc. Je pense qu'il y a une réflexion de société, vraiment, à nouveau, que l'État, les pouvoirs publics, les enseignants, tout le monde devrait pouvoir faire un débat de fond, informer en profondeur sur cet enjeu majeur qu'est l'intelligence artificielle. Mais c'est pas déjà un peu trop tard? C'est déjà trop tard, tout à fait. J'ai l'impression qu'on est déjà lobé par... et c'est chaque fois la même chose. C'est-à-dire que c'est des entreprises, des startups, des créateurs qui voient loin, qui mettent sur pied des nouveaux dispositifs, et puis à la société qui essaie de rattraper et de courir derrière. Et donc, voilà, ça pose la question de l'éthique, de la régulation, enfin, etc. Bien sûr, bien sûr. Bien, j'espère que... Merci, messieurs, déjà pour cette bonne première partie, bonne mise en jambe, là. J'espère que chez vous, ça vous a plu également, et je suis ravi de me tourner vers Marie. Marie Noack, qui travaille pour IEX Academy et qui a pour nous relevé en fait les questions principales que vous avez peut-être posées pendant cet échange. Si ce n'est pas le cas, il est encore temps, allez-y. Et comment ça se passe la ventilation, Hugues, au niveau des abonnements que tu as évoqués? Donc il y a 4 paliers en fait, Oui. en quelque sorte. Est-ce que quand on adhère finalement au projet, finalement 90 € par an, c'est tout à fait réaliste, et donc c'est l'offre la plus prisée, ou est-ce qu'au contraire on se dit on va tester le moins possible pour rentrer quand même au contact de cette belle marque média? On manque encore un peu de recul, hein. Comme je te disais, on a lancé les formules là en septembre. On voit que selon évidemment le pouvoir d'achat, l'intérêt, si on veut effectivement avoir accès à toutes les archives, si on est un médiavore et qu'on veut passer du podcast, on va prendre plutôt cette formule à 90 €. Et ceux qui seraient davantage, soit pour des raisons financières, soit parce que je peux me contenter du podcast et voilà, le petit abonnement entre guillemets. Mais donc on va devoir analyser ça un peu à terme. C'est encore un peu tôt, quoi. Très bien. Vous êtes fixé quelle échéance pour faire un premier bilan? Déjà, dans fin d'année, on y verra déjà un peu plus clair. Mais dans 6 mois, il faut refaire un bilan, quoi. Parfait, merci. Marie, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc encore une question pour Roularta. Quel pourcentage représente le native advertising? Est-ce que ça va sans doute augmenter selon vous? Exact, dans la publicité, je n'ai pas le chiffre par cœur, mais on voit que ça continue à grandir. Donc de plus en plus, en fait, si tu regardes le marché belge, il y a, le digital est le plus grand en tout le marché. Chez Roularta, on a surtout le display, on a un peu de vidéo et on a beaucoup de native aussi. Donc si je dis top, on top,
C'est d'abord le display qui nous rapporte le plus, puis tout ce qui est native. Et on voit que le native, c'est pour ça aussi qu'on a mis un objectif en 2024 pour faire plus de croissance qu'en display, par exemple. Justement parce que c'est quelque chose qu'on voit qui est future-proof aussi, qui porte de la valeur pour tous les lecteurs. Il y a une question à laquelle je n'ai pas pensé tout à l'heure. Dans les rentrées, dans les revenus, est-ce que aujourd'hui ou peut-être demain, dans vos plans, il y a des rentrées du côté de Google, du côté de Facebook par exemple, notamment sur les droits voisins? On sait que c'est un grand débat, alors ça se passe au niveau souvent très international, mais est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui est en place? Est-ce que quelque chose peut se dessiner? Et je rajouterais même ChatGPT qui aura, et d'autres géants de l'IA qui auront besoin de données fiables pour alimenter leur intelligence artificielle et donc pourraient éventuellement payer cet accès. Est-ce que vous en savez un petit peu plus sur... C'est un dossier qui est toujours en cours. À ma connaissance, je ne le connais pas très bien au niveau des éditeurs de presse quotidienne, mais c'est sûr que nous, à notre petite échelle, par exemple, avec le collectif Kios et d'autres, mais cette question de l'appropriation et des droits d'auteur sont essentiels parce qu'on sait, on en revient à la entre guillemets propriété intellectuelle, au travail qui est mené derrière, et puis finalement des grands groupes qui ne produisent rien, qui ne font que faire circuler en résumé. Et qui invisibilisent la marque Totalement, au passage. exactement. Ouais. Et donc là, il y a quelque chose qui est assez choquant aussi, surtout pour des petits médias comme les nôtres, enfin, a priori. Mais bon, Mais pour l'instant, c'est David contre Goliath, quoi. Rien, non, on n'a jamais. on ne t'envoie pas non, je n'ai pas un billet chaque mois ça depuis saurait, la ce Silicon serait, Valley. non, Ça serait cool. Non, hein, ce ça. serait pas mal. D'ailleurs, si on peut faire passer. Soit de l'argent Google, Mais en fait, c'est un souci qui est plus large qu'un seul éditeur, bien exact. sûr. Et donc, il y a des discussions en cours, je sais, à nouveau international, européen, qui se fait. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec les Googles et les Facebook qui doivent crawler pour le référencement, Google. De l'autre côté, on ne veut pas donner tout. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui est AI, ChatGPT? Est-ce qu'on permet ou on ne permet pas? Et demain Bing, parce qu'on parle de Google, et Microsoft est évidemment dans le jeu est très fort au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, si les réseaux perdent déjà invisibiliser un peu les médias, et qu'en plus les moteurs de recherche comme Chrome, Bing scrapent les données et les affichent sans vos marques médias, sans lien en première page, il y a un enjeu. Il y a un très bon enjeu. Marie, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je rebondis là-dessus, justement, on vient de poser cette question ici. Donc, Apple et d'autres semblent vouloir proposer des abonnements mixés de plusieurs médias éditoriaux. Est-ce une solution à moyen terme? Ah, voilà, un abonnement avec finalement plusieurs médias dedans, et pas seulement d'un seul groupe, de plusieurs groupes. C'est déjà des idées qui sont dans l'air depuis des années. Est-ce que c'est... Ouais, de plusieurs groupes, je pense que ça va être challenging, parce que chaque groupe a sa propre manière de travailler, de monétiser. Donc je pense que là, peut-être, il y a des difficultés si on regarde tout. Comme je disais, je donnais l'exemple de Magix. Ça, c'est vraiment une collaboration print ou digital, print ou digital, déjà trois équipes différentes. Oui. Et donc, ça fonctionne. On a fait beaucoup de campagnes en 2023. On veut le faire encore mieux en 2024. Mais ça fonctionne. Vraiment, la collaboration entre groupes. Mais un seul abonnement pour tous, ça, je pense que ça va être difficile. Ouais. Nous, on a même magazine où là, tout est ensemble. Donc, toutes les marques de Roularta, si tu prends un abonnement, tu peux déjà avoir un accès. Quand tu prends Knack, tu peux avoir un accès au Flair. Oui. Moi, je lis le Flair tous les mardis. Ça ne m'étonne pas. Mais jeune, c'est bizarre. Mais aussi Trends ou Knack. Donc, avec un abonnement dans mes magazines, tu lis tout. Donc là, oui, il y a quelque chose qui existe déjà. D'accord. Hugues, tu as évoqué justement cette association. Est-ce qu'il y a quelque chose on aimerait, à notre petite échelle, 7 médias belges indépendants, francophones. À la fois,
on a une newsletter en commun, on a envie de proposer, de montrer qu'en fait on a une manière de concevoir l'information commune. Maintenant, un abonnement commun, c'est difficile. Par contre, une régie, on réfléchit à ce que tu disais à l'échelle du groupe Roularta. Nous, on est des petits éditeurs et donc proposer ensemble une espèce de régie alternative qui permettrait, on est demandeur, mais il faut des moyens que quelqu'un puisse construire ce nouvel outil. Et l'autre chose, c'est continuer, tout en étant ensemble, de mutualiser. On parle de régie, mais on peut aussi la question de la distribution print, qui est un gros problème, qui pose des tas de questions en Belgique parce qu'on est dépendant de 2 opérateurs privés qui sont quand même pas très, très efficaces. Si on pouvait créer notre propre régie, là aussi de distribution, ce serait bien. Ce que je veux dire, c'est que parallèlement à ça, il faut quand même qu'on puisse garder nos identités éditoriales pour ne pas, voilà, en faisant une offre commune, diluer, voilà. Mais c'est juste une question d'offre commerciale à inventer, quoi. Mais tu n'as pas été jusqu'à dire, bah oui, je serais même intéressé à une association avec un grand groupe privé qui nous prendrait dans sa régie. Alors, ça ne s'est pas posé. Maintenant, s'il y en a une qui veut qu'elle contacte le collectif, parce que je pense qu'on pèse quand même quelques dizaines, centaines de milliers de lecteurs, enfin, modestement à 7, mais sur le marché francophone belge. Maintenant, il faudrait évaluer quel type d'annonceur, quelle valeur on défend, parce que donc il n'y a pas une position de principe, c'est ça que je Non, disais. pas de principe. Maintenant, voilà, on est un peu hors des grands groupes, on essaye de l'être, mais pourquoi pas. Très bien, parce que oui, c'est complémentaire. Bien sûr, tout à fait. Marie, peut-être encore une question? Alors ici, notre question, selon vous, pour une association qui n'a pas accès aux sponsors, quels seraient les meilleurs outils pour mettre en avant sa presse papier? Donc ici, on parle d'une presse gratuite et donc autofinancée. Et donc pour mettre son site internet en valeur, etc. Est-ce que c'est plutôt les réseaux sociaux, un moteur de recherche? Quels seraient les outils du coup pour valoriser ce type de presse? Prendre ça. Mais juste, presse gratuite, voilà, on revient tout à l'heure à la question. Récemment, Métro a annoncé la fin, pour des raisons diverses, Covid, baisse des annonceurs précisément, modèle économique qui est à 100%, qui s'appuie sur la publicité et qui n'est pas résilient, on le voit, qui a du mal à tenir. Il y a eu d'autres expériences au Québec, en France, d'autres médias gratuits. Voilà, c'est la question d'un modèle économique, on en revient à ce qu'on se disait, qui soit pérenne et qui puisse ne pas s'appuyer sur une seule source. C'est la question de la diversification, à mon avis. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de mystère. Si on veut créer un nouveau média gratuit, soit il y a des mécènes, soit des fondations, soit Il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Il faut qu'il vienne de quelque part. Oui. Ou alors un préfinancement type crowdfunding qui permettrait de lancer un média. Mais à nouveau, c'est quel type d'information gratuite qui est derrière et comment elle est produite. Là, il reprenait essentiellement Métro, c'était des dépêches d'agence voilà, qui ne coûtaient pratiquement rien à produire, quoi. Tu veux réagir aussi? Oui, non, je suis d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances dans cette question, hein, parce que, par exemple, tu peux créer, même si c'est un presse gratuit, peut-être que là, si le topic ou le sujet est super important et il y a beaucoup de monde qui l'intéresse, ben, tu peux créer un mini-événement, justement, où il y a des autres manières de financer, d'avoir une monétisation de la marque. Mais c'est compliqué à dire si on ne sait pas quelle marque, si on sait voilà. Bien sûr. Parce que oui, tu peux faire plein de choses à ce moment-là. Je ne connais pas évidemment l'ADN de ce projet, mais je vais élargir un petit peu. Est-ce que le caractère local de l'information est important pour vous à l'heure justement où il y a tous ces géants, etc. Est-ce que c'est une façon de démarquer? Est-ce que c'est une tendance qui devrait s'amplifier encore? Ouais, je pense la partie locale, c'est intéressant si c'est dans ton ADN, en effet. Et là, alors, tu peux jouer sur ce principe de local, hein. C'est comme ça qu'il y a beaucoup des boutiques, beaucoup des magasins qui existent sur cette partie locale, hein. C'est de la communauté autour qui fait bouger, qui fait grandir. Mais à nouveau, il y a beaucoup, tu peux faire beaucoup même si tu es local. D'accord.
Hugues, au côté éditorial, l'aspect local est important. Est-ce que vous anglais régulièrement, hein, sur du belge en tout cas, etc. Est-ce que c'est quelque chose une tendance qui va s'amplifier ou pas chez toi? Est-ce que tu estimes que c'est un critère différenciant aussi par rapport aux autres ou pas du tout? Parce qu'aujourd'hui, les enjeux que vous traitez sont de toute façon dépassent largement nos frontières. Ben, c'est l'articulation, effectivement. À la fois, il y a toujours eu parfois dans l'opinion publique le sentiment que la presse locale, régionale, était une presse entre guillemets de seconde zone, hein, était un peu dénigrante. Moi, j'ai travaillé pour le groupe Vers l'Avenir à l'époque et je trouve que journalistiquement, c'est une école de la vie qui est vraiment très chouette. Et il y a beaucoup de qualité, énormément de créativité dans la presse locale. Mais je crois qu'il y a effectivement une tendance, je vois vers la France, certains pays anglo-saxons, je pense à une plateforme web à New York, la Narratively, il travaillait sur du micro-local à New York. Enfin, je pense qu'il y a effectivement une place pour ce journalisme-là. Maintenant, est-ce qu'il est rentable? Jusqu'où, comment? L'autre chose, c'est ne pas se contenter. Enfin, nous, on sait que les enjeux locaux sont aussi planétaires, donc c'est de continuer à faire l'articulation entre le local et le global qui est important. Voilà, ça dépend, à nouveau, on en revient à quelle ligne éditoriale on a, quel public on veut toucher, qu'est-ce qu'on raconte sur le monde, etc. Mais en réunion de rédaction ou quand vous décidez des sujets en une, par exemple, c'est pas d'office on veut un drapeau belge, d'office on veut le mot-clé Belgique pas du tout. Dans la cover. Non. D'accord. Et sur le site, on ne remarque pas non plus. C'est pas une marque de fabricant. Voilà, et ça peut fonctionner. Hein. Nous, on a le Zondag qui est distribué chez les boulangers. Ça, c'est vraiment régional et ça fonctionne. Chaque année, il y a plus de lecteurs que l'année avant. Donc, ça peut vraiment fonctionner. Avec un modèle économique purement annonceurs locaux. Il y a plus naturellement. Ça fait partie du groupe naturellement. Mais oui, surtout ça aussi. Oui. C'est ça. Très bien. Marie? Oui, alors ici une question pour Hugues. Comment faites-vous connaître Imagine auprès du grand public? Et petite question sous-jacente, du coup spécifique par rapport au public jeune. On le sent conscientisé, notamment avec les marches pour le climat, enfin voilà, toute une série d'événements. Mais voilà, est-ce qu'ils payent leurs abonnements? Est-ce qu'ils décident pour autant donc, du coup, d'acheter le magazine Imagine et de faire partie de votre public à l'année? C'est un peu le défi qu'on se lance. J'étais récemment à Charleroi, à l'Éden, toute une rencontre avec des jeunes là-dessus. Leur consommation, elle a complètement changé. Moi, j'ai 2 filles de 23, 18 ans. Je vois la manière dont c'est Combini, c'est Hugo Décrypte, c'est Brut, c'est tous des médias qui ont inventé des nouveaux formats et qui continuent à parler du monde, mais différemment, avec d'autres codes, d'autres langages. Donc nous, on ne va pas singer, entre guillemets, ces médias-là, puisqu'on défend un média long. Maintenant, on se rend compte que, alors qui est jeune, qui n'est pas jeune, mais que si on prend les jeunes qui viennent de sortir plutôt de hautes écoles ou de l'université, enfin peu importe, ou qui sont en primo-travailleurs, qui viennent de commencer dans une boîte, on sent que voilà, les contenus Imagine leur parlent. Maintenant, c'est effectivement toujours un type de média qui nécessite un certain effort, entre guillemets, de lecture, ou d'écoute avec des podcasts ou des chroniques sonores. Et ça, on ne va pas transiger, on ne va pas faire du... Maintenant, on réfléchit on découpe pour vendre nos contenus, des petites capsules vidéo faites par des journalistes, un petit extrait sonore, trouver les codes aussi au service de nos contenus. Sur les canaux que fréquentent les plus jeunes. C'est ça l'idée. C'est ça, okay. C'est ça, d'essayer de trouver un compromis, mais qui soit sans transiger sur la qualité aussi, avec des formats qui leur parlent davantage, quoi, pour les amener vers nos contenus. Ouais. Mais tout de façon organique, c'est-à-dire sans sortir... Exact. Ouais. Alors c'est comme notre site web sans cookies, sans tracking, sans tout ça. C'est qu'au niveau marketing, on est conscient qu'on est forcément un peu plus... On se limite dès le départ. On se limite, mais on fait le pari de... Au moins, on est cohérent sur la... Et l'autre chose, on mise aussi beaucoup sur la question du bouche à oreille. C'est la question de la communauté et la virtualité. Voilà.
Très bien, donc la réponse est, Marie, de l'éditorial, mais dans nos valeurs, en cohérence et sur les canaux que fréquentent les plus jeunes. Tout à fait. Et alors, voilà une question qui est liée. Est-ce que des solutions de soutien type Tipeee pourraient être une solution durable pour une forme de journalisme alternatif? C'est le donate, hein, le fait de faire un don en réalité. Est-ce que c'est un modèle auquel vous avez songé? On sait qu'il y a beaucoup de modèles possibles. Hein. Je donne mes données et j'ai accès. Ou je fais un don. Hein. Le Guardian, par exemple, utilise beaucoup cette formule-là et fonctionne très bien comme ça. Dans d'autres cas, il y a aussi la possibilité de dire « Ok, j'accepte une pub ou X pub en échange de l'accès ». Est-ce que le don, puisque c'est ça ici avec le modèle Tipeee, à l'unité du coup, est peut-être aussi intéressant pour vous ou pas du tout? Tu l'as testé? Non, le don en soi, peut-être pas, je comprends peut-être pas très bien la question exacte. C'est vraiment, ce contenu m'intéresse, je peux y accéder, mais je peux aussi faire un don parce que j'estime qu'il a une valeur. Le don en soi, non, mais il y a d'autres choses. Hein. C'est pour ça que je disais, tu disais, par exemple, nous, on teste une registration wall avant un vrai paywall, où là, tu payes en fait avec ta data. Tu laisses ton adresse email et tu peux lire quelques articles ou en X minutes d'articles. Donc là, c'est un type de don. C'est pas l'argent pur et dur. On offre ses data. Mais on offre, voilà. Et je pense que ça a beaucoup de valeur aussi. Mais il y a on sait qu'il y a des solutions type Offerwall. Tu regardes une publicité, une vidéo avant que tu accèdes l'article. Et donc là, tu payes en fait à nouveau avec ton temps d'attention. Exact. Oui, c'est intéressant. Mais, bon, nous, évidemment, ce n'est pas stricto sensu du don, mais le fait d'avoir une gouvernance nouvelle, on a créé une coopérative, donc on est en campagne d'appel public à l'épargne, comme on appelle ça, qui est une forme de... Alors, qui n'est pas du don, au contraire, c'est de s'investir et de prendre une part, en l'occurrence ici, dans la coopérative à 100 € et de devenir... actionnaire, sociétaire, entre guillemets, de notre entreprise à finalité sociale, parce qu'avec là aussi des valeurs, c'est une manière d'être associé, disons, et de soutenir le développement d'un média alternatif, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est pas un don, parce que le coopérateur, la coopératrice peut reprendre quand elle veut ses parts, mais elle nous permet d'injecter du capital dans l'entreprise qui va nous permettre de redéployer notamment la digitalisation, le renforcement de l'emploi, des outils de gestion, etc. Et donc, voilà, c'est une... Parenthèse, vous avez suivi quel modèle pour la coopérative? Parce que, évidemment, il y a plusieurs types de modèles. Qu'est-ce qui vous a inspiré, en fait? Mais là aussi, c'est tout le travail d'exploration qu'on a fait pendant 3 ans. Donc, on est arrivé sur un modèle coopératif relativement classique, mais agréé à finalité sociale, sur base d'un principe d'une gouvernance, donc l'Assemblée générale, tous les coopérateurs, coopératrices, quel que soit le nombre de parts qu'ils ont une voix, donc c'est une personne égale une voix, pour essayer d'avoir une démocratisation aussi au niveau de la décision. Et puis à côté de ça, on a un conseil d'administration qu'on a créé de toutes pièces, qui est aussi une grande liberté, avec 11 personnalités, des scientifiques, des académiques, etc. Et alors on crée aussi un petit think tank, imagine, une fois par an, sur la prospective, où on va associer les coopérateurs et coopératrices dans la réflexion, quoi. Donc, il y avait un précédent, il y avait des médias qui vous inspiraient? Mais donc il y a d'autres médias, on en a parlé tout à l'heure, les amis de Wilfried, Médor, Tchak, d'autres, en France aussi, ailleurs. Ce modèle coopératif a montré qu'il peut être résilient dans le sens où on a une gouvernance partagée, quoi. Et donc ça peut être intéressant à terme. Et aussi le fait d'associer dans notre gouvernance des gens qui ont des ressources, qui peuvent mettre aussi au service de l'entreprise. Finalement, co-créer le Co-créer projet, ensemble, exactement. Oui, tout à fait. Marie. Alors ici, on remercie Hugues d'avoir évoqué tout à l'heure l'enjeu écologique de l'IA. Comment du coup conjuguer ces fameux enjeux et l'utilisation accrue du digital, notamment pour les émetteurs portant de fortes valeurs comme Imagine? Je ne veux pas tenir le crachoir. Moi, je peux juste dire une chose, c'est qu'il y a une étude là qui vient de sortir justement sur
l'impact Oui. écologique. Quand vous lancez un prompt, comme Oui. on dit, une commande sur ChatGPT, ça correspond à la charge complète d'un smartphone. Donc, c'est pas rien du Non. tout. Alors, Ouais. imaginez maintenant que vous génériez une image, une vidéo, ça peut être colossal. Juste dire, début janvier, sur le prochain numéro d'Imagine, il y a un dossier sur C'est vrai. l'impact environnemental des, Ah bon, ben des voilà, on vient intelligences d'en faire artificielles. le truc. À mon avis, c'est quelqu'un d'Imagine qui a posé la Ouais, question, c'est ça. Marie, ou C'est une excellente question. publicité Ouais, c'est déguisée. comme ça qu'ils font. Je C'est voyais chez c'est toi, pas des en fait, annonces. c'est- Placement de produits Ouais. dans le... Et alors, autre question, peut-être plus pour Yoris ou Yoris, Xavier. Savez-vous à partir de combien d'écoutes des plateformes comme Spotify défraient du coup les créateurs de contenu? Quelle est la partie finalement que reversent des acteurs comme Spotify à des producteurs de podcasts? Alors, je pense qu'on est très très proche du sol. Ouais, je connais pas en fait ce chiffre, mais à nouveau, chez nous, s'il y a vraiment un podcast qui fonctionne, on essaie de le commercialiser autrement. Parce que, c'est comme tu dis, on va jamais avoir beaucoup d'argent des grands joueurs comme un Spotify, Non. De Facebook, de de Facebook YouTube. ou autre, en effet. Mais il y a des moyens de commercialiser le podcast. Si c'est un sponsoring, si c'est un contenu à côté, pour le faire plus grand. Donc, il y a plein qui est possible. TikTok, vous l'avez testé en termes de création de contenu, de monétisation, parce qu'on dit qu'il est beaucoup plus généreux que YouTube, par exemple, 8 à 10 fois. Au niveau monétisation, pas dans ce spécialement. sens-là. On teste naturellement avec TikTok à nouveau. C'est que si nous avons Flair qui a quand même une cible assez jeune, et jeune, c'est TikTok. Comme je disais au début, il faut être là où il y a ton cible. Et donc, oui, on teste, on a des comptes de Flair TikTok qui postent souvent vraiment éditorial. Nous, on a créé un pack commercial, le Social Pack, où là, on dit une marque peut aussi être un influenceur. Au lieu de vraiment chercher un micro-influenceur ou un macro-influenceur, nous, on a plein de marques avec des gens qui les suivent, qui sont intéressés avec tout ce qu'ils postent. Si c'est par exemple Flair, c'est plutôt peut-être un conseil beauty. Oui, ça a de nouveau valeur ajoutée. Et donc là, on a créé vraiment pour les annonceurs, à nouveau toujours l'éditorial qui peut encore dire non, ça ne correspond pas avec la marque, justement pour monétiser aussi ce type de social d'une autre manière. C'est ça. Mais vous n'avez pas créé, contrairement à d'autres éditeurs de presse, une cellule d'influence marketing avec ses propres influenceuses et influenceurs. Non, on travaille avec des plateformes qui nous aident à chercher le bon influenceur. Vous n'avez pas votre propre team d'influenceurs. Non, ça fait partie de la mission aussi de notre brand studio, de trouver s'il y a un annonceur qui demande, on veut avoir, ça c'est le sujet, ça c'est notre cible, d'aller chercher le bon influenceur. Et tu pourrais dire oui, parce que nos marques sont des influenceurs. Donc oui, là, on a créé quelque chose, mais pas comme des autres régies qui… Hugues, je ne te pose pas la question. C'est lui. Marie. C'est lui-même Ouais, c'est ça. l'influenceur, donc voilà. Très bien. Et alors ici, une dernière question. Oui. Si d'autres spectateurs veulent encore en poser, c'est possible. Est-ce que la disparition des cookies tiers menace encore les rentrées d'un groupe comme Roularta? Donc là, c'est clairement pour Yoris. Disparition des cookies tiers, on peut peut-être expliquer en 2 mots pour être sûr que tout le monde comprenne. Oui, les cookies tiers, les third-party cookies sont importants sur plusieurs pistes, surtout tout ce qui est lié au targeting, donc vraiment ciblage d'une personne sur notre réseau. Comportement, en effet. Ça a un impact, mais comme je disais, je pense déjà, on peut faire nous, on a notre first party data. Donc, c'est pour ça que je disais aussi la registration wall. Donc, quelqu'un qui veut lire un article, il laisse son adresse email, on fait des événements, les abonnés aux newsletters. Donc, tous sont dans une pool que nous, on peut utiliser au niveau first party.
On peut faire un data matching avec un annonceur. On peut faire vraiment une campagne spécifique là-dessus, sur notre first party. On a plusieurs sites, donc on sait si tu achètes un run off-site, tu sais environ quel type de profil est sur notre site, parce que tu sais que ce sont les lecteurs de Knack. Mais on a aussi le contextual targeting, où là, tu ne vas pas cibler personne spécifique, tu cibles des contextes. Contexte foot, contexte chat, souvent, hein. thématique spécifique. Ouais, exact. Donc oui, ça pose un challenge, mais on a assez de solutions qui... Puis c'est le même challenge pour tous les acteurs du marché. Hein. Exact. Ouais. Alors avant de terminer, moi j'ai encore une question pour vous, peut-être aussi pour vous, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous tenez au courant de tous ces sujets? Comment est-ce que vous faites votre veille? Est-ce que vous conseillez des lectures? Est-ce qu'il y a des blogs? Est-ce qu'il y a des sites? Est-ce qu'il y a des livres qui vous inspirent particulièrement pour continuer finalement cette réflexion sur les modèles économiques du print, la monétisation, les formats et pour voir plus loin, parce qu'il l'a expliqué tout à l'heure, il faut être méchamment agile aujourd'hui et donc s'informer. Qu'est-ce que vous faites par rapport à votre connaissance du marché? Pour moi, c'est Vimedia, qui est la groupe au-dessus de toutes les marques magazines. Il y a Compass, mais il y a plein de blogs en fait qui vraiment des anglo-saxons surtout, ou tu as anglo-saxons, oui. C'est ça. Ouais, donc international en effet. Mais il y a, comme je disais, chaque année je vais au Demexco. Donc là, il y a le grand salon sur tout ce qui est lié au tech, mais donc ça va assez loin. Il y avait, comme tu disais, il y avait Microsoft qui est venu parler, il y avait Facebook qui est venu parler, aussi des third parties, aussi du ciblage, du AI. Donc oui, c'est un peu ça, ce sont des organisations spécialisées aux médias, toujours intéressant, comme l'Unimédia, comme Compass. Et puis, il y a, je pense que ça c'est chacun pour soi, il y a toujours des blogs qui sont intéressants. C'est ça. Ouais. Et en interne, il y a une cellule de veille digitale en interne chez Roularta, il y a... on a notre propre section recherche qui font des recherches partout, sur les médias, sur des marques et autres. Et puis c'est vraiment en parlant avec des autres personnes. Y compris en parlant avec Hugues. Voilà, c'est ça. Tu ne peux pas toujours tout suivre, donc c'est toujours intéressant de discuter pendant la pause midi. Bien sûr. Alors quand on est 7, c'est peut-être moins diversifié. L'équipe R&D est plus restreinte. Oui, c'est ça. On aimerait davantage, parce que notamment sur les questions de prospective, etc., qui nous animent, il y a les classiques. On essaie d'être attentif aux études dans les départements de médias, dans les universités, avec l'association des journalistes professionnels. Notre consoeur Sarah Frère est la présidente de l'association belge, donc elle a aussi une vue un peu panoramique sur l'évolution des médias. On s'inscrit dans le journalisme dit constructif, donc qui est un journalisme qui défend le fait de voir les choses qui ne vont pas bien, mais aussi celles où il y a des solutions derrière. Là, elle revient du Danemark, où elle est allée en mission à l'Institut du journalisme européen constructif là-bas, qui lui a permis aussi de voir qu'on peut concilier à la fois ce type de journalisme d'impact-là et la digitalisation. Donc voilà, je conseille aussi, c'est plus large, mais c'est intéressant quand même, tous les travaux de Anne-Sophie Novelle, une consoeur française qui a fait un documentaire qui s'appelle « Les médias, le monde et moi ». Elle a fait un livre et un documentaire où elle aborde bien tous ces enjeux-là. Donc voilà, et puis de veiller un peu... Mais effectivement, on aimerait avoir des journées de 48 heures. Parce que c'est tellement passionnant. C'est passionnant, oui, bien sûr. Bien sûr. Il me reste à vous remercier et à vous demander comment on peut vous suivre, vous, en fait, dans la vraie vie, si on a envie de suivre votre actualité, vos prises de parole, par quel réseau éventuellement je peux te contacter ou quelqu'un peut te contacter pour continuer cette conversation et peut-être te proposer
un partenariat ou qui sait? Les partenariats sont toujours bienvenus. Non. C'est des vrais win-win. C'est ça. Non, je pense LinkedIn, sinon Roulart Advertising aussi sur LinkedIn, et sinon juste via le site de Roulart Advertising. Super, très bien. Hugues? Oui, pareil, LinkedIn. Il y a une page Imagine Coop aussi, la coopérative. Puis le site, le suivre parce que ça reste un média. Donne l'URL. 3 fois imagine-magazine.com. Ça y est, on a enfin un marketing, un marketeur sur Voilà. les canapés. Très bien, merci beaucoup à tout le monde, merci à vous, merci aussi à Marie, à Anouk, à Yuri et à Alexandre qui nous suivent en coulisses depuis l'IEX Academy. Je les remercie aussi de m'avoir confié cette animation. N'hésitez pas, quand vous voyez cette vidéo réapparaître sur les réseaux sociaux, à diffuser ce replay, parce que je pense que si ça vous a intéressé, ça va peut-être intéresser aussi autour de vous. On vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt, on l'espère, sur un prochain webinaire, pourquoi pas, ou une formation de l'IEX Academy.